Avant de passer à la présentation d'Alexandre, je vous le présente brièvement. Donc, Alexandre Baccaras enseigne à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec depuis maintenant 9 ans. Il enseigne principalement les cours des nouvelles technologies agricoles dans le programme de technologie de génie agromécanique ainsi que dans celui de gestion et technologie d'entreprises agricoles. Alexandre détient un diplôme d'études supérieures spécialisé de deuxième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur au collégial, diplôme qui lui a été décerné par l'Université de Sherbrooke. Il est actuellement étudiant à la maîtrise avec une recherche qui porte justement sur le potentiel pédagogique de l'intelligence artificielle. À toi la parole, Alexandre, et bon webinaire, mesdames, messieurs. Mhm. Merci, Nicole. Donc, je suis bien content d'être là. Puis, je vais commencer directement comme ça. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble l'intelligence artificielle, un outil de tous les jours. J'ai décidé de la nommer comme ça parce que on va voir plusieurs exemples d'intelligence artificielle, d'utilisation de l'IA au travers de notre webinaire. Fait que je peux commencer direct avec ça. Le 30 novembre 2022, ça a comme explosé, hein? Mise en ligne de ChatGPT 3.5, version 3.5 et de OpenAI. Ça n'a pas été long, hein? Des millions d'utilisateurs se sont logués sur ça et rapidement, on a vu le potentiel de l'outil, considérant qu'on était capable de parler et qu'elle était capable de répondre également dans un langage très familier. Fait que moi, prof de nouvelles technologies, hein, comme Nicole le dit, puis nouvelles technologies agricoles, ça n'a pas été long. Bang, je m'inscris, je donne mes coordonnées personnelles, mon numéro de téléphone et tout. J'y pense même pas et je l'essaye. Et je fais plusieurs expériences. J'ai même écrit un article sur l'utilisation de l'IA, de la manière que je l'ai utilisée, qu'on va voir aujourd'hui. Et je l'essaie et je deviens un peu passionné de ça. Pourquoi? Puis parce que déjà, après ma barre, au niveau de l'agriculture, puis moi je suis spécialisé en machinerie, bien déjà, on a une forme d'intelligence artificielle qui va nous aider à gérer notre machinerie. Fait que c'est pour ça que je me suis intéressé aussi rapidement à ChatGPT. Cependant, euh, 3 février 2023, article dans le New York Times, excusez-moi, l'IA générative au cœur de la controverse. Alors, ça a pris quelques mois que pour les utilisateurs de remarquer comme quoi que, oups, il y a quand même des limites à l'IA. Et elle a tendance aussi à donner des réponses biaisées. Fait que là, on est plus trop sûr, je suis pas trop sûr du potentiel. Il y a des chercheurs qui émettent des avertissements. En fait, on se rend compte que tout le potentiel qu'elle avait, ben, il y avait probablement des limites et qu'on allait avoir à franchir différentes étapes avant de se rendre à un produit parfait, comme je pourrais dire. Alors aujourd'hui, dans le fond, ce que je veux voir avec vous, c'est, en fait, ce que je fais avec vous, c'est un récit d'opinion. Puis ça, c'est important parce que c'est une opinion très personnelle et c'est un partage d'expérience. Je ne me considère pas comme un spécialiste dans l'intelligence artificielle, loin de là. Et j'ai déjà suivi une formation, une conférence, puis j'ai trouvé ultra intéressant ce que le conférencier disait. Puis je vais le répéter aujourd'hui pour moi-même. Au niveau de l'IA, je ne me considère pas comme un spécialiste. Et même si quelqu'un se considère comme un spécialiste aujourd'hui, ben demain, il ne l'est plus. Ça avance tellement rapidement. Alors, comme je disais, je vais vous partager cependant tout ce que j'ai acquis comme connaissance au travers de mes expériences. Notre plan de séance, il est assez simple. Je crois qu'il faut parler d'éthique parce que toute bonne conférence sur l'intelligence artificielle, bien, il y a toujours c'est un passage obligé pour moi au niveau de l'IA. Euh, on va parler de la rédactique qui est comme la base de l'IA. Fait que c'est quoi ça? Je vais vous l'expliquer. Et ensuite, je vais vous donner des exemples de l'utilisation de l'IA en tant que prof et en tant qu'étudiant aussi. Je trouve que c'est
ça peut être très formateur pour certains parce que je m'adresse à un public quand même très large. Il n'y a pas juste des enseignants à qui je m'adresse, il y a des CP, etc., peut-être des chercheurs également. Pour finir, je vais vous donner des exemples d'utilisation de l'IA dans ma vie de tous les jours. On va voir un peu le potentiel que ça peut nous amener comme, comme personne en fait. Je veux, Aujourd'hui, là, je veux montrer puis vous sensibiliser que l'IA peut simplifier notre quotidien. C'est un peu mon objectif. Ça ne nous rend pas moins intelligents, ça c'est sûr. Puis par mes exemples concrets, vous allez réaliser que, au contraire, ça peut même nous pousser plus loin dans, je ne peux pas dire dans notre intelligence, mais dans nos réflexions. Je vais le dire un peu comme ça. Alors, l'éthique, un passage obligé. Vous savez, je suis loin d'être un spécialiste de l'éthique et je ne suis pas ici pour débattre ou parler d'éthique pendant 1 heure de temps parce qu'on le sait, on pourrait le faire. Il y a des spécialistes qui sont présentement, qui travaillent là-dessus. À la semaine longue, il y a des organismes qu'on a au Québec qui travaillent spécifiquement là-dessus. Alors moi, c'est clairement pas quand je veux parler d'éthique, c'est pas en lien avec l'éthique en général, mais ça va peut-être être l'éthique plus attitrée à ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Il y a 3 grands thèmes que je veux parler avec vous au niveau de l'éthique, les biais, la vie privée, les données personnelles et l'équité. Les biais au niveau de l'éthique en intelligence artificielle, euh, comment je peux vous présenter? C'est qu'on sait que l'intelligence artificielle générative, elle a été construite ou programmée avec une base qui est prise sur le web. Et le web, ben, en fait, détient des biais. Alors, vu qu'elle est formée, je vais le dire comme ça, à partir d'énormes données qui ont des biais, bien, c'est sûr qu'elle, dans ses réponses, il va falloir faire attention parce qu'elle peut donner des biais. Puis le bout, ce que je veux faire ici, c'est simplement vous sensibiliser. Il faut faire attention aussi à la vie privée et aux données personnelles. Présentement, les exemples que je vais vous donner, c'est il va y avoir beaucoup de partage à faire avec l'IA, partage de travail d'étudiants, on va le voir tantôt, partage d'idées et tout. Il faut avoir conscience de la vie privée et des données personnelles des gens dans notre partage, malgré que OpenAI va dire que non, notre conversation, elle est privée, elle ne sert pas elle ne permet pas à la machine de s'auto-améliorer avec notre conversation. Ça, je ne peux pas le prouver, malheureusement. Et je parle d'OpenAI, je parle de ChatGPT, je vais faire une parenthèse là-dessus. J'ai décidé de faire mon webinaire sur ChatGPT parce que je considère encore qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'IA générative qui est le plus utilisée et parmi nous, en fait, au niveau des profs, étudiants, etc. Fait que c'est pour ça que je me concentre un peu sur ça, mais il y en a comme plein d'autres, là. Mais je me concentre sur ChatGPT de OpenAI. Puis peut-être une dernière parenthèse au niveau de l'éthique, l'équité par rapport à nos étudiants. Quand vous allez voir tantôt, je vais parler d'utilisation de l'IA en tant qu'étudiant, mais je pense qu'il faut prendre conscience, comme tout outil informatique, qu'il faut penser à l'équité à l'intérieur d'une classe. Ce n'est pas tous nos étudiants qui ont la même base. Alors, si vous allez prendre quelques exemples que je vous donne aujourd'hui, ben, je veux tout simplement vous sensibiliser au niveau de l'équité. Bon, fait éthique, check, passage obligé. Je vous ai sensibilisé. Là, on passe directement le crunchy de la présentation aujourd'hui. Première des choses, nous devons parler de rédactique. Okay? Rédactique, c'est quoi ça? C'est un terme français, bien évidemment. Je vous ai donné la définition, on va la lire ensemble, mais peut-être que la plupart d'entre vous ont entendu le mot prompt, qui est le mot en anglais, c'est le mot qu'on utilise sur le terrain. En fait, c'est prompt engineering que ça devrait être. Et je vous ai donné un peu les 2 définitions. Et le terme rédactique, c'est quand même assez récent, hein, ça date de 2023. Puis le terme rédactique, il fait référence aux méthodes de rédaction spécifiques qui visent à formuler des requêtes de manière précise pour les systèmes d'IA
dans le but d'optimiser leur performance ou d'exploiter pleinement leur capacité afin d'obtenir des résultats plus pertinents. Si je le dis dans mes mots, la rédactique, c'est une consigne qu'on donne à l'IA, et plus la consigne elle est étoffée, plus la consigne elle est précise, meilleure la réponse va être. Il faut, il faut vraiment le prendre en compte, la rédactique. Des fois, ça peut sembler long à écrire un paragraphe, mais en même temps, on l'écrit juste une fois, puis s'il est bien écrit, on peut le réutiliser tout le temps. Je vais vous donner, la première chose que je vais vous donner, c'est une référence. Si vous voulez en apprendre plus sur l'art du prompt, je vais, puis là, je n'ai pas de redevance, là, mais c'est un livre qui m'avait été conseillé par mon directeur de recherche, Dave Antil, et ça te fait comprendre, Co-Intelligence de Ethan Malik, ça te fait vraiment comprendre l'art du prompt. Ethan Malik, c'est un professeur de la Pennsylvanie qui a rapidement attiré l'attention par son travail sur l'IA et l'intégration de l'IA en enseignement directement. Et c'est ça qui fait en sorte que, pour moi, c'est une belle référence à vous partager. Il écrit plusieurs articles et je vous recommande fortement d'aller le suivre sur LinkedIn, pour ceux qui ont LinkedIn. Il va poster quand même assez régulièrement des différentes expériences qu'il fait avec ses étudiants. C'est très enrichissant en soi. Maintenant, je vous partage un exemple de rédactique que j'ai justement trouvé dans un article scientifique que lui et, en fait, elle, c'est Lira, je pense, que j'avais lu, Marley, qui est sa femme, en fait, qui ont écrit un article qui Assign AI, Seven Approach for Students with Prompts. Ça, toute la phrase qui est là, ou tout le paragraphe, je devrais dire, c'est un prompt que j'ai pris, là, j'ai copié-collé de son article scientifique. Je n'ai pas réellement adapté, je l'ai viré en français. Mais vous voyez un peu l'ampleur que ça peut ressembler à un prompt. Mais les prompts que je peux utiliser, justement, je m'inspire un peu de l'article que je viens vous partager. Alors, vous pouvez le prendre vous aussi. Mais j'ai souligné des passages qui sont, pour moi, super importants lors de la création d'un prompt. Et là, bien ça, je vais vous les mettre là en gros. Quand on crée un prompt, ça nous prend différentes catégories, ça nous prend différents éléments afin que notre prompt soit réellement, qui nous donne une réponse qu'on recherche, qui va être satisfaisante, je veux dire. Le premier élément, c'est le rôle. Et le rôle ici, puis on se rappelle, le prompt que je m'inspire ou que je vous partage, c'est un prompt qu'on va partager à un étudiant afin qu'il l'utilise lui-même dans le cadre d'un cours. Okay? Fait que c'est pour ça que la formulation est différente qu'un enseignant. Mais pour un enseignant, c'est un peu le même style. Le rôle. Première chose qu'on doit faire à l'IA, lui attitrer un rôle. Alors, tu es un mentor amical et serviable dont le but est de donner aux étudiants des retours pour améliorer leur travail. Donc, on voit ici que c'est un prompt qui a été rédigé pour, pour que l'IA soit un mentor pour l'étudiant, bien évidemment. On lui donne des instructions. Commence par te présenter aux étudiants. Demande-leur de parler de leur travail. Ensuite, il y a un volet pédagogique. Donc, et là, je passe du texte, là, bien sûr, vous le comprenez, là. Mais là, le volet pédagogique, il parle de rétroaction concrète, spécifique, un peu comme qu'on va le faire, nous, notre rétroaction. Il parle également des contraintes. C'est important quand on fait un prompt de lui mettre un cadre. Puis pour ceux qui ont déjà utilisé l'IA, on se rend rapidement compte que si je ne mets pas de contraintes ou de cadre à notre IA, elle peut déblatérer non-stop. Je pose une question à l'IA, elle va m'écrire 3 paragraphes. Le fait d'y mettre un cadre pour nos étudiants, ça fait en sorte que l'étudiant n'est pas perdu dans ses réponses et l'étudiant est capable de plus dialoguer avec notre IA. Et pour finir, le passage, c'est la personnalisation, en fait. Donc, par rapport au travail de l'étudiant, demande à l'étudiant de partager son travail, peu importe le travail qui est en soi. On peut le partager sous forme PDF, on peut
simplement le copier dépendamment du compte que l'étudiant a. On peut copier-coller son travail et le fournir à l'IA. Et ultimement, si on fait une rédactique comme que je viens de présenter, on s'assure que la réponse de l'IA soit ultra précise et plus efficace en soi. Donc, j'ai donné bien du stock, mais vous avez l'exemple d'un bon prompt avec des bonnes références que vous allez pouvoir éventuellement, après la formation, ou après le webinaire, je n'appelle pas ça une formation, mais après le webinaire, vous référez si jamais vous voulez créer votre propre prompt ou simplement vous inspirer de la référence et changer quelques termes. Ça fonctionne très bien, je l'ai fait moi-même. Bon, maintenant que le prompt, la rédactique, c'est réglé, tout le monde sait c'est quoi, on va regarder un exemple d'utilisation de justement un prompt en enseignement. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. J'ai deux grands exemples pour vous à vous montrer. Euh, Ça, je parle vite, mais j'ai quand même beaucoup de stock. Je m'excuse, Alex, notre traducteur. Je vais essayer de ralentir un peu. Le premier prompt ou le premier exemple que je veux vous montrer, c'est des grilles d'évaluation à échelle descriptive. Tout le monde le sait, en enseignement, c'est quelque chose qui est quand même très important de faire. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous dire tous les avantages que ça peut procurer. Cependant, quelque chose que je peux vous dire, c'est que quand on fait des grilles d'évaluation à échelle descriptive, c'est long. Et tout le monde tout le monde va le dire, c'est quand même long. Moi-même, tu sais, faire une bonne grille, puis j'ai écrit un article là-dessus, ça peut me prendre 2 jours, là, pas à temps plein, mais c'est très long. Et je me suis dit, quand l'IA est arrivé, ben, il y a peut-être une façon de le faire plus rapidement. Alors, vous avez mon lien. Je vais, et là, je vais vous le montrer ici. Tu es un enseignant au collégial. Bon, c'est sûr que tout le monde le voit. Et là, j'ai donné mon prompt. On ne le regardera pas. C'est un prompt qui lui demande simplement, fais-moi une grille d'évaluation à 4 niveaux. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Et ça dit, je lui partage les consignes, je lui partage l'objectif et je lui partage aussi les critères d'évaluation. Je mets tout ça dans mon prompt et un claquement de doigts, elle me crée directement une belle grille à échelle descriptive. Pareil comme que je lui demandais au niveau des critères, au niveau de l'échelle en soi et avec plusieurs points. Est-ce que je prends ça, copier, colle dans un travail? Bien sûr que non. Cependant, ça me donne un très bon squelette afin de travailler, puis travailler là-dessus et de m'assurer que ça soit compréhensible pour tous mes étudiants. Donc, ça, c'est clair que ça l'améliore et que ça l'accélère mon travail. Cependant, j'ai poussé la machine un peu plus loin moi-même, dans mes grilles d'évaluation, puis j'ose espérer que la plupart des profs font ça, il y a des termes clés qu'on utilise qui sont pour nous très clairs, mais pour l'étudiant, beaucoup moins clairs. Alors, ce que je lui demande, est-ce que tu peux définir les termes clés de ta grille, s'il te plaît? Et, encore un claquement de doigts, elle me définit, elle met en gras les termes clés et ici, elle me les définit. Cependant, ce n'est pas parfait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours valider son travail et pas copier-coller. C'est un bout assez simple à faire. Regardez ici l'exemple. Maîtrise totale du sujet, bonne maîtrise, connaissance du sujet, tata. Et elle, dans ce bout-là, c'est le sujet qu'elle définit. Mais pour moi, ce n'est pas le sujet, c'est la maîtrise qui est importante. Maîtrise totale, pardon. Bonne maîtrise, connaissance suffisante. Alors, là, je vais passer ça droit. Et je lui dis, au lieu du terme sujet, tu peux peut-être mieux définir bon, satisfaisant ou absence dans le premier critère.
Et encore une fois, là, elle me dit, bon, maîtrise totale, bonne, suffisante. Elle fait exactement ce que je lui demande par rapport à ce critère d'évaluation-là et elle va me le définir. Le sujet, elle me fait encore, mais je fais juste effacer la ligne, puis on n'en parle plus. Pour moi, ça fait du sens. Alors, j'ai ma grille et j'ai une définition. Si je veux juste prendre la grille, on s'entend là, le bout que je vous montre là, c'est pas plus grave que ça. Mais pour moi, ça fait encore plus de sens. Ce que je vais faire en tant que prof, je vais regarder chacune des définitions. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça fait du sens? Je vais le modifier, je vais le mettre dans un langage qu'un étudiant va comprendre. Mais on va se le dire, si vous lisez quand même assez rapidement, euh, ça le démontre. C'est quand même assez clair. Maintenant, moi, mes grilles, ce que j'aime faire, c'est pas. Là, tu sais, on voit que c'est des mots qui sont un peu en gras, mais on se retrouve un peu moins, on se retrouve mal dans notre grille. Ce que moi, j'aime faire, c'est de prendre un mot et de mettre un exposant dessus. Puis, pour faire référence à la définition des termes clés. Et fait, c'est ce que je lui demande. Et encore une fois, elle me le fait. Fait que ben, structuré, il n'est pas bon, mais si maintenant on dit maîtrise totale, en fait, vous le voyez, là, elle me donne des exposants sur chacun des termes que je voulais qu'elle définisse et elle me les met ici. Ma grille, elle est exactement comme moi je la veux, comme moi je la construis. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de le prendre, le mettre dans un Word, parce qu'il est déjà en format pour mettre ça dans un Word, et là, de faire ma propre correction. Prendre mes compétences de prof, tout ce que j'ai appris sur l'évaluation, sur les grilles à échelle descriptive, et de construire à partir du squelette qui est franchement très bon, vous devez l'avouer. Et une fois que j'ai construit, on s'entend, ça se fait en un claquement de doigts. C'est beaucoup plus rapide. Alors, au lieu de me prendre 2 jours pour faire une grille d'évaluation descriptive, une chaîne descriptive, ben, ça peut me prendre euh, 2, 3 heures, je ne sais pas, c'est dit de même, mais que quelques heures en fait. Fait que je gagne beaucoup d'efficacité. Puis sur le terrain, dans la vie de tous les jours, là, dans une session, quand j'ai un nouveau cours, puis j'ai 3, 4 évaluations, c'est pas vrai que je vais faire 3, 4 grilles à échelle descriptive sans l'aide de l'IA que j'ai trouvé en soi. On va en faire une par année ou deux, tellement que ça prend du temps. Alors, premier exemple. Deuxième exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'IA pour des rétroactions plus riches. Mais vous allez voir, il y a, il y a- il y a quand même quelques bémols à faire au niveau de la rétroaction. Et là, je vais vous le prouver. Je vais prendre l'exemple de William, Naomi et de Dimitri. Je vous partage à l'instant mon exemple. Je l'ai mis en format Word. C'était plus facile de vous le partager parce que quand je mets des PDF à l'intérieur de ChatGPT, je ne suis comme pas capable de vous partager le lien pour une raison quelconque que je n'ai pas cherché. Alors, on ne lira pas tout, mais j'ai souligné les passages qui sont importants. Et vous voyez, j'ai repris les éléments de la rédactique que je vous ai montré tantôt, donc le rôle, les instructions, la pédagogie, les contraintes et la personnalisation en soi. Et c'est aussi simple que au niveau des rétroactions, hein, parce que c'est ça que je recherche, je lui donne son rôle d'enseignant, je lui donne les instructions que j'ai besoin d'aide pour qu'il fasse des rétroactions, je lui donne la pédagogie autour de ça, donc j'ai une rétroaction riche, un peu comme qu'on voyait tantôt dans le prompt que je vous ai partagé et certaines contraintes, et je vais lui partager les directives du travail. Ça, c'est très important. Je vais lui partager aussi les objectifs d'apprentissage que le travail euh, permet d'atteindre. Et je vais lui fournir la grille d'évaluation à échelle descriptive aussi pour qu'il se situe à l'intérieur de son évaluation. Alors, je donne sa grille et je donne ma grille, pardon, et il comprend que, bon, j'ai 3 critères
connaissances antérieures, la qualité et la rigueur des connaissances à développer. Peu importe, c'est sur 10 points. Chacun des critères a 4 échelles. Et je commence, bang, je lui fournis le bilan réflexif, c'est ce que je partage, de William. Je ne demande pas de le corriger. En soi, je lui demande une rétroaction. Parce qu'on le sait tout, quand on a 35 travails à corriger, d'une dizaine de pages chaque, c'est impossible de donner une rétroaction qui est costaude, qui peut permettre à... ben, c'est pas impossible, mais c'est très... ouais, c'est très... ça prend trop de temps. On va le dire de même, là. Alors, des fois, on se limite à une ou deux phrases. Quand on sait comme prof que la rétroaction, c'est ce qui est le plus d'important pour un étudiant afin de l'aligner vers la compétence qu'on veut qu'il atteigne. Alors, l'IA, pour moi, peut être un outil afin justement de donner une rétroaction plus riche. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que je lui demande, est-ce que tu pourrais corriger et me donner une rétroaction comme je te demandais tantôt? Alors, je vais me concentrer sur quelques points pour vous montrer qu'est-ce qu'elle fait. Elle me donne sa réflexion en arrière de la rétroaction. Continue d'explorer, ta, ta, ta. Alors, c'est quand même assez bon, mais je lui demande parce que sa réflexion et sa rétroaction, elle est un peu bizarre pour moi. Je ne suis pas trop sûr de la comprendre. Pour moi, ça fait comme pas trop de sens. Fait que je dis, peux-tu me donner une note pour chacun des critères pour William? Et elle me donne la note de 8, 9 et 7, qui fait du sens avec sa réflexion. Cependant, je lui écris, je suis totalement en désaccord avec toi. Excusez. Parce que le travail demandait une réflexion profonde et pour moi, le travail de William était incomplet en soi. Et je lui donne le score que moi j'avais fait, que j'avais corrigé avant de lui partager le bilan. Et là, vous voyez, j'ai donné à moi, à William, c'était 4, 2 et 3. Fait que j'étais loin du score qu'elle a donné. Et ça, c'est la première sensibilisation que je veux vous faire. C'est important de comprendre que, au niveau de la correction, elle n'est pas parfaite. Au niveau de la rétroaction, non plus. Alors, si je dois lui mettre un cadre, et c'est pour ça que je dois fournir mes notes afin qu'elle soit capable de faire une rétroaction un peu beaucoup plus précise. Alors, ce qu'elle me dit après, c'est oui, tu as raison, les notes, après réflexion, ça devrait être 4, 2, 3. Fait que, elle répète exactement ce que je lui ai dit. Donc, je viens de teinter un peu sa réflexion. Cependant, je dis parfait, tu pourrais-tu refaire ta correction? Elle fait exactement comme que je voulais qu'elle fasse, 4, 2, 3. Vous le voyez, selon les trois critères. Mais là, elle me donne une rétroaction directement en lien avec le cas. Par exemple, elles essaient de donner des exemples plus spécifiques. Et dans les exemples que je vous montre aujourd'hui, là, j'avais corrigé le travail de William et j'ai validé, j'ai checké ses rétroactions et ça fait tout du sens une fois que je lui ai donné le score de William. Donc, et là, les rétroactions ont vraiment du sens à ce moment-là. Je lui demande de faire la même chose pour Naomi. Pardon, elle me le corrige. 3, 2, 3. Et là, encore une fois, elle me donne sa réflexion en arrière de ça. Et là, je dis, ben là, je trouve sévère avec toi. Et c'est là que je vous montre les limites de l'IA au niveau de la rétroaction. Moi, je trouvais qu'elle était bien meilleure que William. Je ne fais que lui dire que je trouvais qu'elle était William. Et elle me répond, après une nouvelle évaluation du travail, en tenant compte de vos précédentes remarques, tout ce que je dis, c'est que moi, je trouvais que Naomi était meilleure. Bang, elle monte à 7, 8, 6. Vous voyez la limite? Je fais juste lui dire que moi, je ne suis pas d'accord. Elle change sa note. Fait que je la contredis, puis whoop, en fait, elle veut le tout. On dirait à l'IA, on le dit tout le temps, elle est là pour pour nous faire plaisir.
Je dis parfait, mais ça faisait plus de sens. Ça faisait quand même plus de sens. Passons à Dimitri maintenant. Je partage le travail de Dimitri. Oups, elle me dit 675, à peu près comme Naomi. Là, encore une fois, je lui ai écrit, ben, mon Dieu, moi, je trouvais que le travail de Dimitri était excellent. Et elle transfère sa note simplement en 9, 9, 8. Fait que là, clairement, là, il y a comme un problème quand on demande à l'IA de nous corriger. Et j'ai demandé pourquoi tu as de la difficulté à corriger et faire une bonne rétroaction en soi quand je fais juste partager le travail. Et il me dit bien l'interprétation des critères de la grille, une absence de contexte sur les attentes spécifiques du cours. De plus, ma capacité à évaluer la profondeur et la qualité des réflexions des étudiants est limitée. Alors, malgré que j'ai donné quand même beaucoup d'informations, on voit clairement qu'elle n'est pas parfaite. Cependant, le cadre que je viens de vous dire, pour moi, si je lui fournis la note, ben là, il va être capable de me faire une rétroaction qui a bien du sens. Ouais, à partir de là, je vais, euh, je vais vous parler de l'utilisation de l'IA en tant qu'étudiant. Je vais vous parler de ma recherche et la méthode GTAML. Vous savez, je suis étudiant moi-même et ma recherche est justement sur l'IA, un peu comme Nicole l'a dit tantôt. Puis mon objectif, c'est de comprendre comment l'intégration de l'IA en enseignement supérieur peut enrichir nos possibilités pédagogiques. Et pour y arriver, vous savez, dans ma recherche, à un moment donné, j'ai tout déjà écrit mon devis et on doit, ou je dois, dans ma méthodologie, trouver une façon d'analyser mes données et de créer des questionnaires. Et malgré l'IA, c'est tellement nouveau que m'appuyer sur un canevas qui est déjà fait, un canevas investigatif, c'était très difficile. Alors, il a fallu que je fasse des recherches. Les recherches que j'ai faites m'ont amené vers la méthode GTAML que je trouvais comme parfaite pour moi. Je trouvais que ça faisait bien du sens. Mais dans le fond, je regardais le résultat final, puis je trouvais que ça avait du sens, sauf que je ne comprenais pas la méthode. Et en recherche, on est souvent dans notre tête, on est souvent toute seule le soir, bien tard, et je lisais, je lisais, je lisais, et je n'y arrivais pas. Ben, je me suis servi de l'IA générative de texte afin de m'aider à comprendre. Et comme étudiant, c'est là que je vois un certain potentiel. Il faut que je fasse attention parce que là, ma recherche, je dois je dois être neutre, je dirais, mais au niveau de moi comme étudiant, je l'ai utilisé comme ça. Et j'ai été capable, ou j'ai été en mesure de tout comprendre la méthode GTML en très peu de temps avec une discussion très simple avec l'IA. Donc, on peut penser qu'un étudiant pourrait, et c'est le pourquoi que ce serait important d'encadrer l'étudiant, parce que ça peut être un outil potentiel afin de permettre à l'étudiant de comprendre des concepts un peu plus complexes. Fait que je voulais juste vous partager un peu là, comment moi je l'ai utilisé pour être plus performant. Maintenant, pardon, ça, je voulais vous partager pour développer des nouvelles compétences. Hein. L'IA pour les tâches de tous les jours, on est rendu là. Je vais peut-être vous parler de nouvelles compétences que j'ai moi-même développées grâce à l'IA. Et une nouvelle compétence, puis vous allez trouver ça drôle un peu. Je suis en voiture, je descends dans le coin de Valleyfield. Moi, j'habite dans Mont-Saint-Hilaire. J'ai 1 heure et quelques à faire, 1 heure et quart. Je suis seul dans ma voiture. Je suis tanné d'écouter la radio. Et fait que là, je me dis, ah, ben, je pourrais peut-être parler avec l'IA pour passer le temps. Et quand je dis pour développer des nouvelles compétences, c'est que je me dis, ah, ben, je vais discuter avec l'IA afin d'en connaître plus sur ce qu'on appelle le blockchain. Et en 15 minutes, je discute avec l'IA parce qu'il y a une possibilité de discuter quand on a la version payante. Et en 15 minutes, j'ai compris
le concept du blockchain, qui est un concept qui est maintenant très simple pour moi de comprendre. Fait que là, j'ai amélioré mes connaissances simplement avec l'IA. Fait que je trouve que c'était un bel exemple à vous partager. Et le restant du temps, le restant du 45 minutes, j'ai parlé avec l'IA de ordinateur quantique. Et je vous dirais qu'après 45 minutes, je ne comprends pas encore qu'est-ce qu'un ordinateur quantique. Et ce n'est pas de la faute à l'IA. Je pense que ceux qui s'intéressent, vous savez, ben moi, ça me dépasse un peu. Mais j'ai été capable d'avoir une conversation très enrichissante avec l'IA. Fait que c'est des nouvelles compétences en soi. Et dernier exemple que je veux vous donner, pour les tâches de tous les jours, l'IA en tant que designer. On a fait un agrandissement, peu importe, dans la maison, et je me trouve avoir un nouveau un bureau seul pour travailler. Et c'est l'ancienne chambre de mon garçon et de ma fille quand ils étaient bébés. Alors, je veux tout redécorer en soi. Et on avait engagé une designer, mais là, avant qu'elle arrive, je me dis, crème, il faudrait que j'aie une idée de comment est-ce que je la veux. J'ai pris des photos de tout mon bureau, j'ai partagé ça avec elle. Je lui ai demandé, je voulais avoir deux petites tables à côté. Je lui ai partagé des photos des petites tables. J'ai dit, laquelle que tu aimerais au travers de ces petites tables. Elle les a toutes décrites. Elle m'a donné les caractéristiques. Pourquoi qu'elle en choisirait une plus qu'une autre? Là, je trouvais ça bien intéressant. Puis après, j'ai dit, ben, si j'ai à repeinturer, qu'est-ce que tu me suggères? Et elle est sortie directement une suggestion d'un gris à tracique que je ne connaissais pas pantoute, c'était quoi? De mettre ça comme en arrière de vous, sur mon mur du fond, de peinturer de chaque côté blanc, peinturer le plafond blanc, bien évidemment. Puis elle m'a dit, ben, avec tout ça, si tu veux un look euh, un peu, je dirais, flash, ben, ça va faire, puis ça va être correct. Là, pour moi, c'était parfait, là, c'était exactement ce que je voulais. Puis là, j'ai poussé la note un peu. J'ai dit, peux-tu me donner les codes de couleur de peinture que j'aille chercher pour savoir laquelle? Et elle m'a donné même les codes de couleur que j'avais besoin. J'ai pris ça. J'ai fait un peu l'innocent, là. J'ai demandé à ma designer, qu'est-ce que tu penserais tu sais, d'un gris en arrière, là, foncé, là, style gris à tracer, que j'avais l'air intelligent. Puis je dis le restant en blanc. Elle dit, ben oui, elle dit, c'est donc une bonne idée, ça. Elle dit, ça serait beau, puis ça fitterait avec tes étagères et tout. Donc là, j'étais un peu mort de rire. Puis, genre, je voulais mettre aussi des bureaux. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de celle-là? Elle dit, il est parfait, tout est correct. Fait que dans le fond, j'ai remplacé ma designer par l'IA. Euh, et au final, ben, je me suis fait confirmer en soi que ça avait du sens. Qu'est-ce qu'elle m'a suggéré? C'est juste une anecdote comme ça que je voulais vous partager. Et pour finir, j'ai décidé de vous proposer ou de vous partager. On a parlé beaucoup d'IA générative de texte aujourd'hui, mais il existe un paquet d'IA qui sont sur le marché. J'ai vu, en fait, j'ai décidé de vous partager un peu le tableau, ce que vous voyez à l'écran que j'ai sorti de Bertrand Formet sur LinkedIn. 60 outils, ça veut dire répartis en 10 catégories. Fait que, on les voit toutes, que ce soit vidéo, image, peu importe, vous le voyez en soi. J'ai été vite. 45 minutes, ça passe rapide. Je voulais Il avoir un reste petit peu de 3 minutes, Alexandre. Je suis bien content. C'est pas qu'il y ait beaucoup qu'il y ait beaucoup de questions. Il y en a seulement une. C'est la version de ChatGPT que tu utilises. Mais moi, je pense que temps. ça C'est te laisse bon. un peu de temps aux gens, peut-être pour commenter ou pour poser des questions. Moi, je trouve Ouais, que c'est une belle, c'est un beau, un teaser que tu nous envoies aujourd'hui sur les c'est comme ça. possibilités, effectivement, qui sont offertes par l'intelligence artificielle dans divers domaines de notre vie, dont bien sûr, la vie pédagogique en tant que telle. Et je suis convaincu que tu vas aller chercher que les gens vont avoir bien apprécié. Non, il y avait quelqu'un qui se demandait, c'est Stéphanie, la version de ChatGPT que tu utilises. J'utilise la 4.0 OK. présentement. Oui. La version payante qu'on se partage entre profs. Ce qui est le fun, là, c'est qu'on s'est Ah, créé.
ou en fait, un de mes collègues CP, Julien Martineau, s'est Oui. créé un courriel Gmail, puis on le partage à tout le monde, puis on sépare la facture en soi. Présentement, c'est la 4.0, mais j'utilise aussi la 3.5 OK. de Puis la un ou 4.0, moi aussi, je suis abonné, puis ça coûte 30 par mois, là. C'est ça. l'autre. Donc, si vous Fait qu'on multipliez ça là, par 5 ou 6 personnes, ben ça devient quand même peu ouais. cher là, en ce moment. Fait qu'on s'entend que l'utilisation de l'IA en éducation, tu sais, ça va continuer quand même à être un débat pendant plusieurs années. Fait qu'on est un peu à ses débuts encore, même si ça fait, même si on est en 2024, là, ça fait 2 ans. Mais je suis sûr que ça va continuer à être très enrichissant pour nous. Ben, je l'espère en fait, puis ma recherche est justement Oui. dans ce sens. Oui, j'aimerais savoir, justement, il nous reste 1 minute. Les participants, peut-être dans le chat, pourriez-vous laisser peut-être un petit feedback, dire, bon, vous autres, est-ce que vous l'utilisez déjà ou ça vous donne peut-être un peu plus le goût? Les gens ont l'air bien satisfaits d'après les commentaires que je vois. C'est ça, je pense que les gens sont bien contents. Alors, je pense que ton webinaire va avoir su aller chercher quelques personnes. Il y a des gens qui se questionnent encore et je le comprends très bien. Alors, ben, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Je laisse 1 minute encore aux gens là, pour taper leurs propres commentaires. OK, puis il y aura peut-être justement, là, je pense à Julie qui a encore des réticences. On pourrait peut-être penser là, à un éventuel webinaire où les gens, ou peut-être une rencontre où les gens pourront poser leurs questions, parler de leurs propres réticences. Je pense que ça aussi, ça mérite Ouais. d'être entendu. Ben, Effectivement. un échange, hein, c'est ça, avec l'IA, euh, ça peut être très enrichissant, avoir un échange au lieu, ben, pas au lieu, là. Il y a des webinaires, des formations, mais un échange qui permet aux participants de l'essayer live. Ça, c'est quelque chose qui est à faire aussi, là. Oui. Et je me rends compte dans le chat, là, il y a des gens aussi qui font des suggestions. Alors, on pourra aller voir ça aussi. Alors, ben merci, Alexandre. Puis on se dit à tout bientôt. Je sais qu'il est question que tu veuilles peut-être animer un webinaire sur les réseaux de concepts. On pourra s'en reparler. Alors, on se dit à bientôt, Alors, puis au plaisir de te rencontrer. Merci. Merci tout le pareil. monde. Merci aux participants.